Écoutez, au départ, ça a été une vaste recherche. Il a fallu faire un panorama du champ des possibles, des œuvres que l'on pourrait magnifier. On a fait des choix. On n'a pas montré ce qui était le plus connu, ce qui se trouve en Italie. On a voulu faire venir des œuvres des quatre coins de l'Europe, qui correspondent finalement aux provinces de l'ancien empire romain, et les accueillir jusqu'ici. Donc des œuvres imposantes, parfois qui font plus de 2 mètres de haut, jusqu'à 2 tonnes même en poids, mais aussi des œuvres beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes, des découvertes connues depuis longtemps et d'autres, comme la vitrine qui est derrière moi, qui finalement sont des découvertes toutes récentes qui n'ont jamais été montrées au public. Au total, oui, 130 œuvres, 50 musées prêteurs et 13 pays impliqués, rien que pour les prêts de l'exposition. Ça doit être un travail colossal de réunir toutes ces œuvres. Ça a été un travail de négociation, d'autorisation assez important, assez conséquent, et les équipes ont fait un travail vraiment formidable à ce titre. Et j'avoue que de montrer des œuvres qui viennent parfois de très loin a suscité vraiment un enthousiasme de la part des musées qui voulaient valoriser et qui voulaient voir leurs œuvres intégrées à ce projet d'exposition. Une artiste allemande qui s'appelle Farungis Yegan, qui a réalisé ses acryliques dans les années 90 en s'inspirant d'œuvres qui sont dans cette exposition et qui ont été trouvées le long de la frontière de l'Empire romain en Germanie. Donc Picasso qui apparaît dans l'attitude de Mitra, c'est une œuvre réalisée en 1992 par l'un des fondateurs du street art en France, qui est Ernest Pinault. Ernest, on le voit ici, il nous parle de cette histoire, il nous raconte comment il a créé cette image totalement déroutante où on voit un Picasso héroïque, musclé, tel un athlète qui finalement va s'apprêter à tuer ce taureau comme le fera Mitra. On vous racontera évidemment pourquoi. Alors pourquoi Picasso et le taureau? Picasso finalement était un grand fan de corrida. Et cette toile a été réalisée à Arles, évidemment une ville où les spectacles de taureaux sont impressionnants et présents. Picasso qui lui-même s'inscrit dans un mouvement qui est celui de l'entre-deux-guerres au XXe siècle, où l'on faisait un lien entre la corrida et les sacrifices antiques, et c'est ce qui nous a ramené, c'est ce qui le ramène au culte de Mitra. Donc différentes formes. Et donc on explicite ici le sacrifice d'un bœuf devant le temple public. Donc l'idée ici de présenter quelles étaient les divinités du monde romain. Donc Mitra est l'une de ces divinités qu'on pouvait vénérer soit dans des temples publics. Vous avez ici une maquette spécialement conçue pour l'exposition par un artiste allemand qui vous montre la maison carrée, qui est le temple romain le mieux conservé, et les cultes privés, comme l'était le culte de Mitra. On vénérait les dieux chez soi à la maison. Et vous voyez que le panthéon était extrêmement varié, puisqu'on y retrouvait des dieux bien connus des Romains, tels Jupiter, des divinités protectrices du foyer comme les Lares, et même des dieux d'origine étrangère, comme ici au-dessus, la déesse Isis. Dans l'univers du travail de cet homme du 19e siècle, vous avez ici des lettres personnelles qui lui sont adressées, son propre exemplaire d'un livre qu'il a écrit. On le voit là faire des fouilles en Orient, c'est un homme de lettres, un homme de terrain, et surtout c'est un homme qui a écrit une œuvre qui a été traduite dans plusieurs langues, qui s'intitule « Les mystères de Mitra » et qui est lui-même fondé sur une compilation de sources, de monuments qui étaient connus donc à la toute fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque de Franz Pinault? Eh bien, notamment ces reliefs qui ont été retrouvés dès la Renaissance, dès le XVIe siècle, dans la Rome de Michel-Ange notamment, des reliefs assez imposants qui nous montrent un personnage étrange qu'au départ énigmatique, les artistes s'interrogent, certains disent c'est Hercule et le taureau de Crète. On lui donne toute une série de noms avant de comprendre qu'il s'agit
de Mitra. Alors, ces reliefs qui sont retrouvés à Rome sont acquis par les familles les plus puissantes de l'époque, les familles aristocratiques, comme la famille des Borghese. C'est le cas de ce grand relief qui est aujourd'hui exposé au Louvre Lens. Et vous avez ici quelques exemples d'œuvres qui nous viennent du siècle des Lumières, donc du XVIIIe siècle, ici de Bernard de Montfaucon, ici de Charles-François Dupuy, et qui reproduit plusieurs de ces reliefs, des reliefs dont il tente de percer les secrets. Il asperge le front et le dos de la victime de vin et d'un mélange de farine et de sel, appelé la mola salsa. Il promène son couteau sur son échine pour consacrer la bête à la divinité. La victime est prête pour le sacrifice. Le victimarius peut assommer le bœuf. Ensuite, l'animal est égorgé et son ventre est ouvert. D'adhérents. Vous avez ici une œuvre tout à fait remarquable. Alors c'est un document absolument fabuleux qui a été découvert en 1992 à Virunum. Alors Virunum, on est dans le sud de l'Autriche, du côté de Klagenfurt, hein, pas très loin de la frontière italienne. Et c'est une table de bronze qui a été découverte malheureusement hors d'un contexte archéologique mitriaque. Autrement dit, elle a été réutilisée dans une maison privée, posée à même le sol pour faire du dallage, inscription contre terre. Donc, elle a servi de plaque de bronze pour le sol. Simplement, quand les collègues l'ont découverte, autrichiens l'ont découverte en 1992, ils l'ont publiée relativement rapidement. Parfois, on met 100 ans pour publier un document. Hein. Moi, je connais des papyrus égyptiens qui sont dans les réserves du Louvre depuis 1890. Hein. À mon avis, ils y sont encore pour 100 ans. Mais ce document-là a été publié 2 ans après. Parce qu'il est absolument extraordinaire. C'est avec une étude fine que l'on peut faire de ce genre de document qu'on peut apprendre énormément de choses sur le culte de Mitra ou sur d'autres cultes. C'est une inscription qui a été, au départ, gravée sur le bronze aux alentours, très probablement, de 182 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on a le nom de Commode ici, et la titulature de Commode nous dit qu'on est tout au début du règne de Commode. Probablement 182, peut-être début 183, mais on ne va pas chipoter sur 2 ou 3 mois. Et donc on a une dédicace au dieu invincible Mitra, etc., pour le salut de l'empereur Commode. Je dirai un mot là-dessus après, Auguste, Pieux, etc., etc. Et puis, que nous dit cette inscription? Eh bien, elle nous dit que, en fait, cette inscription, elle a été placée dans un temple à l'occasion de la restauration du temple. On est dans des cultes privés. Autrement dit, il n'y a pas de subside d'État. Imaginez que vous ayez une communauté de marchands qui déménagent. Mais il n'y a plus personne dans le temple. Et donc le temple ferme. Et donc on enterre les documents. Et ça, c'est peut-être ce qui est arrivé à ceci. Et donc là, on a restauré un temple qui existait déjà et qui vraisemblablement avait dû être fermé pendant un certain nombre d'années. On est en 182. On a le nom du dédicant, il a refait les peintures, il a refait... Bref, il a relooké le temple. Et puis, on a ici une liste d'une trentaine de personnages qui sont vraisemblablement ceux qui se sont cotisés pour la restauration, la réhabilitation de ce temple. Très bien. Si ça s'arrêtait là, ce serait déjà un document relativement intéressant. Hein. Vous voyez, on a deux belles lignes d'inscription, 2 belles lignes d'inscription ici, et puis une colonne et presque et demi. On est en juin 184. Ces gens se réunissent parce que, alors si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a devant un certain nombre de noms, devant 5 des noms qui sont ici, il y a un θ grec. Ces gens sont morts, Tanon. Ils sont décédés. Et il a fallu les remplacer, d'autant que le pater est mort. Et il faut le remplacer. Et donc, à cette occasion-là, on va rajouter ici 2 lignes de texte, hein, et à cause de la mortalité,
il a fallu réunir de nouveau la communauté, il a fallu relancer la dynamique, il a fallu aller chercher un autre pater, et ça c'est très intéressant parce que vous imaginez bien que l'autre pater, on s'est dit on va le prendre dans les 34 qui sont là. Ben non. Et il n'y a pas forcément quelqu'un dans la communauté qui est capable de se faire. Donc parfois, eh bien, on va chercher quelqu'un à l'extérieur, il n'y a pas de promotion interne si vous voulez, à l'intérieur de la communauté. Donc ça, ce texte-là nous l'apprend. Et puis ce qu'il nous dit ensuite, c'est que en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit que toutes les 2-3 lignes à peu près, ce n'est pas le même graveur qui a écrit les noms. Et en fait, au total, on a 98 noms, et ces ajouts se sont faits pendant 18 années. À supposer que les ajouts correspondent à chaque fois à une année, donc une réunion annuelle de la communauté. Ce qui nous emmène aux alentours de 201, 202 après Jésus-Christ. Et donc nous avons ici l'évolution d'une communauté d'adeptes mitriaques au fil du temps. On a des gens nouveaux qui vont arriver chez... Alors évidemment, on ne raye pas ceux qui sont partis, mais on sait à Firunum qu'un certain nombre des gens qui sont nommés là, on les connaît sur une autre inscription. En fait, ils sont allés fonder un deuxième temple de Mitra, sans doute parce que celui-ci était trop petit. Et donc, une simple inscription comme celle-ci nous apprend énormément de choses sur le fonctionnement interne et la vie d'une communauté mitriaque. Et pour finir le tout, eh bien, voilà, le nom de Commode, il est là-dessous, puisque comme vous le savez, Commode a été condamné par le Sénat après sa mort. Il a été victime de ce qu'on appelle une damnatio memoriae, condamné sa mémoire, et sur nombre de documents, eh bien, on a biffé le nom de Commode. Alors là, une plaque de bronze, donc évidemment c'est moins facile que sur une inscription en calcaire, mais on n'a pas hésité quand même à faire disparaître le nom de Commode. Donc on a comme ça une inscription qui s'étale sur quasiment plus de 20 ans et qui nous raconte la vie d'une communauté mitriaque. Donc Mitra présent ici avec le dieu soleil, le dieu soleil donc, qui finalement apparaît du début à la fin de son histoire. Donc là on en est à la fin de l'histoire où il se réconcilie au cours de ce banquet et ensuite finalement ils vont se partager finalement la gouvernance sur le cosmos, sur la Terre et l'univers. Alors c'est un relief qui n'est pas très beau quand on le voit comme ça, il est assez étonnant, il est assez intriguant. C'est une copie, mais il a été retrouvé en réalité à Ladenburg, on est là aussi de nouveau en Allemagne, dans un mitréum, donc c'est un relief cultuel. Ici c'est une copie recolorisée, car l'original présenterait des traces de polychromie qui nous a permis de reconstituer ces couleurs, des couleurs chaudes, le jaune, la couleur du soleil, le rouge, qui sont très présents. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Ça génère chez nous des émotions étranges quand on voit ces reliefs colorisés, parce qu'on a l'habitude de voir une antiquité drapée de blanc. On a cette image de cette sculpture antique toute pure, belle, comme on le voit dans la sculpture néoclassique. Vous avez des beaux exemples dans le hall d'accueil du musée, mais en réalité, les choses étaient beaucoup plus bigarrées dans l'Antiquité. C'était beaucoup plus coloré, et on tombait même dans ce qu'on appellerait aujourd'hui du kitsch, donc d'où cette impression d'image. Mais vous voyez ici, on le voit mis en scène avec ce miroir qui crée un effet particulier au sein, qui montre que la divinité finalement entoure cette passerelle et ce terme. Étonné que finalement, après avoir sacrifié ce taureau exceptionnel, ce taureau fabuleux, qu'est-ce qu'on va faire? Mais avec sa dépouille, on va fabriquer le lit de table, on va même, avec ses pattes, fabriquer le petit trépied, la petite table qui servira au banquet proprement dit. Vous voyez ici par exemple des raisins, des petits pains et évidemment la viande du taureau qui apparaît et qui est servie aux dieux dans le mythe. Mais alors, bon, des taureaux évidemment ça coûtait cher, donc vous imaginez que les adeptes dans les temples de Mitra n'en consommaient pas tous les jours ni même tous les mois, et qu'en réalité c'est une question qui s'est longtemps posée et auquel seulement des images nous permettaient de répondre. Mais aujourd'hui, grâce au progrès de l'archéologie moderne, vous savez qu'on a ces sciences auxiliaires qui nous permettent d'étudier les résidus alimentaires au sein des temples, on peut retrouver le menu des sanctuaires de Mitra. Et on ne sera pas étonné que c'est qu'on y trouve de la volaille. On y trouve de la volaille en grande quantité. On y trouve aussi des porcs.
et puis parfois, en fonction des lieux, différentes autres espèces, des poissons. En Suisse, dans un sanctuaire, on a retrouvé même des espèces sauvages, même de l'ours. Donc différentes espèces en fonction de la disponibilité de ressources là où on se trouvait. Ce qu'on constate, c'est que, évidemment, on prenait de la viande de haute qualité. Pour la volaille, ou bien pour les porcs, c'était souvent des individus mâles, de la viande jeune, donc tendre, de haute qualité. On ne mangeait pas n'importe quoi à la table de Mitra. Un masque de corbeau qui représente ces initiés, ces jeunes qui finalement étaient au service des autres. Par exemple, c'est eux qui servaient la nourriture au sein des banquets. Ça, c'est le premier grade qu'on retrouve. Dans l'ensemble de l'Empire, on a généralement 3 grades, 3 étapes essentielles qui sont représentées. Le corbeau, qui était donc pour le jeune initié, le lion, vous le voyez ici représenté avec sa tête de lion, vous avez vu sans doute ce mannequin qui est représenté dans le hall d'accueil qui reconstitue un légionnaire ayant ce grade. Donc vous en verrez un là qui est également représenté, un homme du grade du lion, c'était un membre plus expérimenté, ils étaient notamment chargés du feu, de la cuisson des aliments, des purifications au sein du temple, donc ils avaient un rôle plus important, et enfin le tout sous la supervision du chef de la communauté, celui qui représentait Mitra, qui représentait le dieu dans le temple, le père, le pater, qui est représenté ici Banquetan. Vous avez ici ce relief nous montre cette échelle de grade, et on voit ici, vous reconnaissez le corbeau, la première échelle, donc le corax en latin, le fiance qui était placé, chaque grade était placé sous la tutelle d'une planète, il y avait 7 grades pour 7 planètes, peut-être un déco aussi aux 7 jours de la semaine. Donc vous avez ici le corbeau avec Mercure, le fiancé, c'était le 2e grade avec Vénus, le soldat avec Mars, la planète Mars, Jupiter pour le lion, le Perse avec la lune, le messager du soleil avec le soleil, et enfin au sommet de la pyramide, le père, le pater avec Saturne. Donc 3 grades et parfois 7 en certains lieux, comme Rome ou Ostie. Alors les objets que vous avez... Vous avez le 3e âge aussi, le casque, on appuie sur le casque. Le casque, c'est le symbole de Mars, ça c'est la pièce de bœuf, c'était celui qui était chargé effectivement de la fonction du soir de la cérémonie. À corps humain, à tête de lion, à pattes de lion, un être hybride, une créature étrange qui est en fait une puissance cosmique, vous voyez, qui des serpents sont enroulés autour de ses jambes, il tient une clé dans la main, la clé de l'univers. Et effectivement, ce personnage apparaît dans plusieurs sanctuaires de Mitra à travers l'Empire, un personnage énigmatique qui a posé beaucoup de questions, mais qui est en fait certainement présent pour rappeler la mission de Mitra, qui était celle donc de sauver le monde. Mitra est un super-héros, c'est le maître de l'univers, comme on l'appelle dans l'Antiquité, un véritable cosmocrator. Et petit à petit, évidemment, les temples de Mitra se rapportent à cette histoire, elle la scénarise même.